Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Les digues ont-elles lâché? Le cordon sanitaire est-il rompu? Les socialistes dénoncent une collusion entre l'UMP et le Front National. La droite dément et crie au procès d'intention et pendant ce temps, elle sourit et compte les points. Marine Le Pen se réjouit du débat et affirme que le mur anti-FN a implosé. Alors qu'en est-il vraiment? On en parle ce soir avec le directeur du Point, France-Olivier Gisbert, auteur des derniers carnets scènes de la vie politique en 2012 et le chercheur spécialiste du Front National, Sylvain Crépon, dans un instant. C'est le scénario noir pour les socialistes qui semble se dessiner à La Rochelle. Ségolène Royal est donnée largement battue d'après un sondage IFOP. Ce cas de figure s'explique par les reports massifs de voix des électeurs UMP vers le dissident Olivier Falorni. Pression maximale sur ce dernier ce soir. Le Premier ministre lui demande de se désister, mais fort du tweet de soutien de la Première Dame. L'élu fait la sourde oreille et tous les regards sont déjà tournés vers les résultats de dimanche où un coup de tonnerre à La Rochelle risque d'assombrir fortement le ciel élyséen. Invité politique du 22h, le président du groupe socialiste au Sénat, François Rebsamen. Et puis période mouvementée et incertaine en Tunisie, le pays vit au rythme des provocations des salafistes, tandis que les Tunisiens espèrent un redémarrage de l'économie. Des groupuscules extrémistes sèment le trouble. Une enquête est ouverte plus que jamais. La société civile s'érige en rempart contre toute forme de dérive. Plus d'éléments dans le tour de l'information tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est le dernier meeting Aubry-Hérault avant le second tour des législatives dimanche soir. Au Zénith de Paris, le Premier ministre et la patronne du PS appellent une nouvelle fois à la mobilisation des électeurs de gauche. Un message qui intervient dans une ambiance, il faut bien le dire, troublée par les conséquences politiques du tweet de Valérie Trierweiler. On écoute le Premier ministre. De nombreux sièges peuvent se jouer à quelques dizaines de voix. Alors ne nous laissons pas distraire d'aucune façon. Encore un effort, vous avez chacun une tâche, dès ce soir, demain jusqu'à dimanche, de mobiliser, mobiliser, mobiliser pour convaincre jusqu'à la dernière heure pour donner une majorité à l'Assemblée nationale. Dans les 9 circonscriptions où un candidat Front National est opposé dimanche prochain à un candidat UMP, nous appelons clairement à voter contre l'extrême droite et donc, quel que soit le courage nécessaire pour le faire, pour voter pour le candidat UMP. C'est notre conception de la République. Et puis sonnés hier par la sortie de la Première Dame sur Twitter, les socialistes reprennent peu à peu leurs esprits aujourd'hui. Et vous allez le voir, leurs mots se font plus précis. Comme un air de leçon de morale, de nombreux ténors du parti jusqu'au Premier ministre appellent la compagne de François Hollande à garder un rôle discret. Alors justement, quel peut être ce rôle? Y a-t-il un juste milieu à trouver entre un modèle protocolaire à l'ancienne et un rôle plus moderne? Ou cela relève-t-il tout simplement du bon sens présumé de l'intéressée elle-même? On voit tout cela avec Mounir Souci et Elisa Bertolomé. Une loi pour encadrer le rôle de la Première Dame. À droite, plusieurs responsables y pensent. L'onde de choc créée par le tweet de soutien de Valérie Trierweiler à l'opposant de Ségolène Royal à La Rochelle révèle le flou juridique dans lequel évolue la compagne du président. Il n'y a pas de statut juridique de l'épouse ou de la compagne du président de la République. En droit pur, il n'y a rien. Il y a simplement des usages, des coutumes et puis la courtoisie. Et à partir de là, elle a en général un bureau à l'Élysée, une petite équipe pour l'aider dans un certain nombre de tâches. Cette absence de statut officiel, René Dosière l'avait déjà dénoncé en 2007. Le député spécialiste des comptes de l'Élysée plaidait pour une clarification de la fonction afin de mieux contrôler l'utilisation des ressources de l'État par la Première Dame. Mais la polémique de cette semaine, où politique et vie privée se mélangent, n'aurait pas pu être empêchée par le droit. La seule vraie question, c'est de savoir est-ce que la femme ou la compagne du président de la République peut avoir une existence politique distincte de celle de son mari. Et alors là, très honnêtement, ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème de couple. Première Dame, First Lady, ce concept nous vient des États-Unis. Outre-Atlantique, l'épouse du président a un rôle politique plus marqué, mais là-bas aussi, son statut n'est pas inscrit dans le marbre. On ne trouve aucune mention de la First Lady dans la Constitution américaine.
Il n'y a plus de cordon sanitaire comme au temps de Jacques Chirac. Les digues ont lâché. Depuis quelques jours, les socialistes martèlent ce même message pour dénoncer, selon eux, la collusion entre l'UMP et le Front National. Faux, archi-faux, rétorquent les ténors de l'opposition qui crient au procès d'intention. Et pendant ce temps, elle sourit, Marine Le Pen. Elle compte les points. Elle rassure dans un instant sur ce sujet, notamment l'interview du président du groupe socialiste au Sénat, François Rebsamen. Mais d'abord, on voit les faits avec Julie Hulin. Il fallait un exemple. François Fillon et Jean-François Copé se sont empressés aujourd'hui de réclamer l'exclusion de Roland Chassin. Dans les Bouches-du-Rhône, le député UMP avait décidé de se désister au profit de la candidate FN. L'occasion de rappeler la ligne de conduite exprimée dès lundi. Aucun soutien et aucun accord avec le Front National. Mais pendant que certains sont mis à l'écart, d'autres ont reçu un soutien clair. Nadine Morano avait choisi le journal d'extrême droite Minute pour en appeler aux électeurs du FN, avec qui elle disait partager un certain nombre de valeurs. La députée de Meurthe-et-Moselle a pourtant reçu la visite de François Fillon ce matin à Toul. L'ancien Premier ministre lui a apporté son soutien tout en déplorant le choix du support. Un positionnement un peu flou qui n'en finit plus de diviser les élus UMP. Je crains que sur le long terme, cette solution n'aboutisse à une certaine forme de banalisation de l'extrême droite qui finalement ne nous sera pas favorable. S'il y a quelques députés en nombre très limité du Front National, la République ne va pas être transformée. La réalité d'un parti écartelé qui ne veut surtout pas perdre ses électeurs à 2 jours du second tour. Un sondage réalisé jusqu'à la veille du premier tour indique que 2 tiers des électeurs UMP sont favorables à des accords locaux avec le Front National. L'invité politique du 22h, il est président du groupe socialiste au Sénat, François Rebsamen. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors nous sommes à 4 jours du second tour des législatives. La campagne a débuté, on va le rappeler aux téléspectateurs, le 21 mai dernier. Qu'en a-t-on retenu? Est-ce qu'il y a un thème, un sujet de fond, une préoccupation majeure des Français qui a marqué, imprimé cette campagne selon vous? Oui, il y a beaucoup de sujets qui marquent notre pays aujourd'hui et les Français. Notamment, moi je retiendrai, mais c'est pas très original ce que je vais vous dire, mais c'est ce qui taraude en ce moment la société française, le chômage et le pouvoir d'achat. Pour moi, ce sont les 2 sujets essentiels de notre société. Est-ce qu'on en a débattu dans cette campagne, véritablement? En tous les cas, François Hollande a essayé d'en débattre. Encore faut-il pour en débattre plusieurs, à en parler du même sujet. Et il a fait des propositions. Des propositions que j'espère nous pourrons mettre en œuvre à partir de la semaine prochaine, si nous avons, comme je l'espère, je le souhaite et je le pense, une large majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de votre part de ne pas aborder les sujets qui fâchent, des questions qui se poseront forcément après les législatives? On a l'impression d'une parenthèse enchantée avant le fameux rapport de la Cour des comptes qui va arriver le 28 juin, puis après on verra la couleur du quinquennat. Non, pas du tout. On s'y est préparé. D'ailleurs, les prévisions, les propositions de François Hollande sont calculées financièrement, en recettes et en dépenses, puisqu'on on attend aussi des recettes, en recettes et en dépenses, pour arriver à l'équilibre fin 2017. Nicolas Sarkozy proposait fin 2016, nous proposons fin 2017, parce que nous pensons que l'état de nos finances publiques, celle que laisse, on le verra le 28 juin, le quinquennat de Nicolas Sarkozy, eh bien, l'état de ses finances fait qu'on ne peut pas aller aussi vite dans la réduction du déficit qu'on le voudrait. Mais si on fait le compte rendu, si on fait le bilan ensemble, François Rebsamen, des mesures depuis l'investiture de François Hollande, il y a eu le coup de pouce au SMIC qui va être annoncé, il y a la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, il y a le plafonnement aujourd'hui des salaires dans le public. C'est la politique des bons sentiments, c'est pas avec cela qu'on va réduire le déficit. Non, ça donne la confiance, ça redonne la confiance. D'ailleurs, vous avez vu que l'optimisme des Français a connu un rebond spectaculaire. L'économie, elle fonctionne aussi à la confiance. Et il faut redonner confiance aux agents économiques, redonner confiance dans l'avenir. Il est bien évident que ces mesures sont et seront financées. Elles seront financées comment? En rétablissant un certain nombre de dispositifs fiscaux que l'ancien gouvernement avait supprimés. Et sans dépenses publiques supplémentaires? Sans dépenses publiques supplémentaires, les dépenses publiques en volume augmenteront de 1%. En volume, augmenteront de 1% par
an pendant les 5 ans qui viennent, et c'est un effort qui n'a jamais été réalisé pour le moment. Alors, parlons de la droite dans ces législatives. Les ténors de l'opposition répètent qu'il n'y a pas d'accord entre l'UMP et le FN, ce qui est le cas pour l'instant au niveau national. François Fillon et Jean-François Copé souhaitent l'exclusion de M. Chassaing, qui s'est retiré en faveur du Front National dans les Bouches-du-Rhône. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il peut y avoir une collusion entre le Front National et l'UMP avec tous ces signes? Moi, je crois que ce qui est grave, c'est le fait que Jacques Chirac, quand il était président de la République, il avait mis, on disait, des digues, un mur. C'était clairement exprimé. Il n'y aura pas d'alliance avec le Front National. Les valeurs du Front National ne sont pas les nôtres. Or, pendant 5 ans, Nicolas Sarkozy, qui se vantait, ça lui arrivait souvent, qui se vantait d'avoir siphonné les voix du Front National, l'a fait en réalité en allant, avec son conseiller, M. Buisson, ancien journaliste à Minute, s'est vanté d'avoir siphonné ses voix en allant sur le terrain idéologique du Front National. Des exemples assez simples, c'est tout assisté social, et il y en a. Il y a 8 millions de personnes qui sont aujourd'hui en état de pauvreté dans notre pays, étaient stigmatisées, montrées du doigt comme des fraudeurs potentiels. Tout étranger était supposé, même les étudiants étrangers, aujourd'hui, profiter des largesses de notre pays. Tout ça, ce sont des barrières idéologiques qui ont été abattues, et ce sont des passerelles idéologiques qui ont été placées. Mais sur le papier, dans les programmes, il y a des différences. L'UMP est pour l'Europe, elle est pour la réduction des déficits, pour la compétitivité. Le Front National, il est bonapartiste, il est souverainiste. Ce n'est pas un même bloc de droite. Moi, j'entends, je lis, je regarde, je vois la confusion qui règne en ce moment à l'UMP. Là, stratégiquement, tactiquement, ils ont adopté la position du ni Front républicain, ni Front National. C'est une position qui permet d'attente, de passer tant bien que mal ces élections législatives. Mais les passerelles sont telles aujourd'hui que des responsables de l'UMP comme M. Longuet, qu'on connaît bien au Sénat, ou Mme Morano, ou d'autres, font sans arrêt des interviews dans Minute. Écoutez, c'est pas la tradition d'une droite conservatrice et libérale à l'image qu'on connaît ici de Jean-Pierre Raffarin, par exemple. Donc il y a là un vrai problème que l'UMP devra résoudre. Ce qui est plus inquiétant, c'est que cette Vous seriez plus tranquille si Jean-Pierre Raffarin faisait acte de candidature pour la présidence de l'UMP. Ce serait la vraie droite, selon vous? C'est une droite libérale, conservatrice, mais respectable. Mais pour le responsable politique que vous êtes, qu'est-ce qui est le plus préoccupant? Est-ce que c'est la perspective, l'hypothèse d'un rapprochement entre l'UMP ou le Front National, ou le fait que des électeurs de droite soient pour certaines idées du Front National et prônent ce rapprochement? C'est-à-dire que les idées ont infusé dans la société? Bien sûr, elles ont infusé dans une large partie de la société, et vu qu'il n'y a plus de barrières, eh bien, il est assez... j'allais dire presque normal que l'électorat, une partie majoritaire de l'électorat UMP, semble-t-il, soit favorable à des accords. Ça veut dire qu'il y a une jonction idéologique qui s'est faite. Madame Morano, quand elle déclare que mes valeurs sont celles du Front National, ce sont les mêmes, nous avons les mêmes valeurs, elle tend une passerelle supplémentaire, et demain, les dégâts, c'est pour notre société, parce que la République, elle a aujourd'hui besoin d'une majorité, d'une opposition, dans un cadre républicain, mais pas de stigmatisation, pas de xénophobie. Et c'est ce qu'il y a en germe. C'est important, vous dites demain les dégâts c'est pour notre République. Vous pointez du doigt la droite, mais aujourd'hui c'est vous qui êtes au pouvoir, François Rebsamen, ce sont les socialistes. Si la majorité absolue vous l'obtenez dimanche, c'est votre programme, vos idées qui seront appliquées, c'est-à-dire que c'est à vous de faire reculer en 5 ans les idées du Front National. C'est votre défi, rendez-vous donc en 2017. Oui, mais pour être jugé, il faut déjà être en situation, nous ne le sommes pas encore, j'espère qu'on le sera dimanche soir avec la large victoire que je souhaite aux élections législatives. Alors, cela fait 1 mois que François Hollande, à quelques jours près, est à l'Élysée. Son cortège de voitures s'arrête au feu rouge. Ses ministres sont au pas. Ses discours sont passés à la virgule près. Ses mesures sont consensuelles. Sa cote de popularité est bonne, voire très bonne. Un monde presque parfait, François Rebsamen, s'il n'y a pas eu ce tweet. Est-ce qu'il a gâché ce sans faute depuis presque 1 mois?
Non, ça n'entache pas le parcours parfait qu'a réalisé François Hollande en France et à l'international, où son premier mois de président de la République a été salué par tout le monde comme une présidence sobre. Il reste une présidence qui fait la différence entre vie privée et vie publique aussi. Alors, il y a mais c'est un message personnel qui a été envoyé pour des considérations personnelles. Moi, je pense qu'il faut considérer que c'est une erreur de jeunesse dans la fonction, ou dans la position, plus exactement, de Madame Trierweiler. Il faut qu'elle apprenne. Il faut qu'elle apprenne à ce rôle. Oui. Il est compliqué ce rôle, François Rebsamen. C'est un rôle protocolaire, à l'ancienne un petit peu, peut-être charitable, tourné vers les associations, plus ce rôle-là qu'il faut promouvoir. Oui, on pourrait donner l'exemple de Danielle Mitterrand, si on cherche un exemple à suivre, à savoir... C'est une rebelle aussi. Oui, mais elle ne l'était pas sur des décisions politiques intérieures. Elle avait ses convictions. Voilà, je pense que cette erreur de jeunesse, c'est le temps d'apprendre la réserve, la discrétion qui est nécessaire et qui sied à cette position. Alors revenons aux responsables politiques. Ségolène Royal a déjà prévenu, si elle est battue dimanche, et malheureusement pour elle, les sondages semblent le confirmer, elle n'arrêtera pas la politique, a-t-elle dit. C'est une personnalité nationale, c'est une ancienne candidate à la présidentielle. Elle pourrait s'intéresser au poste de première secrétaire du Parti socialiste. Elle serait légitime pour ce poste, selon vous ? Oui, je pense que d'autres aussi, avant de se positionner sur le poste de premier secrétaire et le congrès du Parti socialiste, Ségolène Royal est une combattante, dans le bon sens du terme. Elle ne lâche rien en politique, et je sais que jusqu'au bout, elle va faire la campagne. Elle a le soutien du président de la République, elle a le soutien du Premier ministre, elle a le soutien de la première secrétaire. Mon grand regret, c'est qu'Olivier Falorni ne soit pas désisté. Quand il y a une compétition, on peut le regretter, entre deux socialistes, ou un socialiste, une socialiste et un ex-socialiste. Eh bien, il est normal que celui qui arrive derrière se désiste automatiquement. C'est un principe républicain chez nous. Il n'a pas été respecté. Et... Jean-Marc Ayrault lui demande aujourd'hui encore de se désister. Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour cela? Peut-être qu'il faudrait un geste également. Est-ce que vous l'avez envisagé entre vous? Ah bah écoutez, je pense que des personnes ont demandé à Olivier Falorni, qui est candidat, là, de se retirer. Il y a d'abord le principe du désistement républicain, et puis Ségolène Royal n'est pas n'importe qui. Elle a été la candidate des socialistes à l'élection présidentielle. Elle mériterait de ne pas avoir ce genre de problème. Et pour peut-être ne pas l'avoir sur votre chemin pour le secrétaire... Non. La présidente du parti, vous souhaitez sa réussite? Oui, absolument. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Absolument. Merci beaucoup, François Rebsamen, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. La suite du 22h, et on poursuit ce journal avec cette rencontre. L'état-major du Parti social-démocrate allemand était à Paris aujourd'hui, reçu par le Premier ministre, puis le Président de la République. Les adversaires d'Angela Merkel sont vus comme des alliés par l'Elysée, surtout à l'approche du prochain Conseil européen. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Les opposants d'Angela Merkel reçus à Matignon, les trois dirigeants du Parti social-démocrate allemand, le SPD, ont été reçus par Jean-Marc Ayrault au grand jour, puis ont rejoint l'Elysée pour une rencontre bien plus discrète. Ils plaident pour imposer des mesures de croissance et une taxe sur les transactions financières, mais pas question de parler de front anti-Merkel devant les caméras. L'Europe a besoin de plus de croissance. On n'est pas ici pour faire de la politique intérieure au parti. On est là pour l'intérêt de l'Europe. Aucun commentaire en revanche sur les sujets qui fâchent, et notamment sur la création des fameux eurobonds. Car le SPD est résolument contre toute mutualisation des dettes européennes, tout comme la CDU d'Angela Merkel. Prochaine étape du front anti-Merkel européen, le déplacement de François Hollande demain en Italie. Le président français y retrouvera le président du Conseil italien, Mario Monti, qui plaide lui aussi pour la création d'eurobonds. Et pour cause, l'Italie a encore emprunté aujourd'hui sur les marchés à des taux de plus en plus élevés. Et pour commenter et analyser cette riche actualité politique, avec nous ce soir le directeur du Point, Franz-Olivier Gisbert. Bonsoir, et bienvenue à vous. Vous êtes l'auteur des derniers carnets scènes de la vie politique en 2012.
et avant chez Flammarion. Avec nous également le chercheur et spécialiste du Front National, Sylvain Crépon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et notre chroniqueur, comme tous les soirs, Jean-Louis Gombaud, est là. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Messieurs, parlons avant de la collusion, peut-être, entre le Front National et l'UMP. Sylvain Crépon, les socialistes dénoncent cette collusion, annoncent presque la mort clinique de la droite républicaine. Vont-ils un petit peu vite en besogne ou est-ce que c'est un constat que vous partagez aussi? Non, ils vont beaucoup trop vite en besogne. On ne peut pas établir ce constat clair, net, définitif de la droite républicaine. Je pense que là, c'est une sorte de galop d'essai qui a lieu pendant les législatives. Tout le monde se teste, voit un peu ce que ça va donner. Tout le monde va attendre la fin des législatives, voir un peu les enseignements que vont donner les premiers sondages et les enquêtes qualitatives. Et à mon avis, à la rentrée, avec le congrès de l'UMP, ça dépendra aussi de qui sera élu à sa tête. Mais de là va dépendre tout cela. Mais je pense que c'est beaucoup trop tôt. Mais en même temps, on voit quand même qu'il y a quelques inquiétudes légitimes de recomposition de la droite dans un sens qui irait vers sa droite. Et la droite, elle dénonce le procès d'intention qui lui est fait. L'UMP crie haut et fort qu'il n'y a pas d'accord avec le FN. Il est où le loup alors, comme dirait Martine Aubry? C'est un vieux truc de toute façon du Parti Socialiste à chaque élection depuis très longtemps. Il dénonce un accord qui ne va pas se faire et qui ne se fait pas. Mais, c'est peut-être en train de changer parce que c'est vrai que Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, c'est pas pareil. Alors je sais que c'est horrible de dire ça, il faut pas le dire, c'est pas du tout politiquement correct. Enfin, c'est clair que Marine Le Pen n'a pas les mêmes objectifs que Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, il disait, voilà, moi je conserve mon petit fonds de commerce d'extrême droite, je le laboure, et surtout en 2002, vous vous souvenez, quand il a vu qu'il serait au second tour de l'élection présidentielle, il était complètement paniqué, il était défait, c'était presque un horrible échec pour lui, parce que lui, il voulait travailler sur ses 15% à vie. Bon. Marine Le Pen, c'est quelqu'un de tout à fait différent, qui a un autre projet. D'ailleurs, je raconte une conversation dans le livre. Elle veut carrément, le pouvoir. Elle veut arriver au pouvoir. Elle est dans une autre logique. Et donc, fatalement, ils n'ont pas la même stratégie. On voit très bien, elle veut changer les cadres. Elle ouvre. Quand on pense que Collard, par exemple, est devenu le candidat du Front National, alors que tous ceux qui le connaissent savent que c'était quelqu'un qui peut-être qui a viré un petit peu à droite, mais qui vient de la bonne gauche socialiste marseillaise. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un des principaux féaux de Marine Le Pen. On voit très bien qu'il se passe quelque chose. Là-dessus, la droite reste... je dirais sur les positions antérieures. Enfin, on voit très bien qu'elle regarde. Elle regarde et puis le Front National est là, disons un petit peu plus fort qu'aux élections législatives précédentes, obligé de compter, il regarde. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, on va voir, et ça vous allez avoir du travail, ça va être intéressant, c'est qu'il va y avoir des députés. Et des députés, je suis frappé quand on relit les résultats. On peut avoir des surprises dimanche, on verra, parce qu'il peut y avoir aussi des retours en arrière, mais puis il arrive aussi que les second tours contredisent les premiers tours. Mais regardez, Florian Philippot à Forbach, quand on regarde de près, Stéphane Ravier à Marseille contre Sylvie Andrieux, c'est quand on regarde les chiffres, qu'on fait les calculs. Bon, évidemment, il y a la fille, et il y a la petite fille de Jean-Marie Le Pen, et puis il y a encore d'autres candidats, évidemment, Collard et quelques autres, donc on peut avoir des surprises de ce côté-là. Vous avez parlé de position antérieure, revenons à la présidentielle à la droite. Est-ce que l'ombre du conseiller, parlons de lui, Patrick Buisson, qui a inspiré une stratégie, disons, droitière lors de la présidentielle, est-ce qu'elle plane encore cette ombre aujourd'hui sur la droite? Ah oui, elle plane. Encore oui, très nettement, très nettement. Bon, Patrick Buisson est en lien avec Jean-François Copé et je pense que, en fait, je reviens un peu à des analyses, je vais faire un peu d'histoire, d'analyse de l'historien René Raymond, disparu il y a quelque temps. Il y a trois pôles à droite. Il y a les centristes, les gaullistes et, on va dire, les nationalistes. Bon, jusqu'ici, les centristes et les gaullistes étaient un peu partagé le gâteau, mais enfin, bon, ils pouvaient collaborer ensemble. Et aujourd'hui, suite à la stratégie de Patrick Buisson, on voit sensiblement l'axe de la droite se déporter vers le nationalisme. Et là, on peut assister, je ne dis pas que c'est en train de se faire, mais on peut assister à une recomposition de la droite qui amènerait, ça commence au niveau local, mais à des alliances avec le Front National et l'UMP. François-Olivier Gisébert, page 192, vous dites la stratégie suicidaire du président sortant, inspirée par Patrick Buisson, est d'autant plus pathétique qu'elle est condamnée à l'échec.
Pourquoi la reprendre? Oui, parce que, au fond, je pense que la grande erreur de Nicolas Sarkozy, ça a été d'écouter trop Patrick Buisson. Il y a une droitisation de la France, du spectre politique, ça c'est clair, hein, même si c'est la gauche qui a gagné, on voit très bien que la droite est plus à droite qu'elle ne l'était auparavant, à cause notamment de la disparition du centre. Et l'erreur de Patrick Buisson, si vous voulez, ça a été de faire la campagne à droite toute, mais sans aucune finesse, et de ne pas avoir pensé qu'au second tour, jusqu'à présent, enfin moi, depuis le temps que je suis des élections, les campagnes électorales, vous savez très bien qu'entre les deux tours, le candidat, de droite comme de gauche, il rassemble. Bon. Et là, Nicolas Sarkozy n'a pas rassemblé, il a continué une campagne de premier tour. Ça s'est terminé par un fiasco. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit, à ceci près. C'est-à-dire, je pense évidemment, il y a des idées communes comme ça qui circulent d'un parti à l'autre, surtout que le FN n'est plus le même. Moi, je crois qu'il faut s'habituer au fait que voilà, le FN, c'est plus l'extrême droite d'antan, même si ça l'est encore un peu, à cause de certains cadres qui sont là encore très présents. Mais c'est en train de devenir la droite populiste, populaire. C'est pas terrible d'ailleurs, hein, xénophobe d'Italie. Enfin, ça rappelle beaucoup la Ligue du Nord d'Umberto Bossi. Enfin, Giancarlo Fini, on arrive déjà dans un truc, un processus très intellectualisé, parce que c'est quelqu'un qui vient vraiment du fascisme, oui, mais qui était devenu un candidat presque acceptable pour une partie de la gauche, parce que c'était quelqu'un de très ouvert et qui avait fait qui avait traversé tout le spectre politique pour arriver vers une sorte de centre-droit, centre-gauche. Et donc, on arrive vers ça. Et je pense que le problème aujourd'hui, qui est très grave, c'est que la gauche est unie là pour un certain temps, et la droite, on va assister à une bataille terrible. Moi, je pense que... Parce que Marine Le Pen, elle va pas faire, si vous voulez, les porteurs d'eau, les substituts, les porte-coton. Marine Le Pen, elle veut la tête du truc ou un énorme morceau du gâteau. Elle vous l'a dit, je serai présidente, je l'aurai. Parce que la droite n'a pas le choix. Vous verrez le moment venu, avec Copé ou un autre, on fera affaire ensemble. Oui, c'est le scénario écrit d'avance pour elle. Parce que c'est vrai, quand on regarde les choses, moi j'étais frappé, ça c'est les collègues, ils répètent toujours les mêmes choses, ils s'écoutent les uns les autres, je sais pas, très étrange, je leur disais toujours, elle fait une mauvaise campagne, etc. Elle faisait une très bonne campagne, elle disait évidemment des conneries sur le plan économique, on ne peut pas être d'accord avec, mais elle faisait une bonne campagne parce qu'elle a beaucoup d'énergie. C'est vrai qu'elle a 43 ans, c'est toujours très troublant de voir comme ça quelqu'un avec une maturité politique, hein, pareil à 43 ans, on se dit, attendez, dans 5 ans, 48, après, enfin, ça peut aller vite. Et elle, c'est vrai que son objectif, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pour ça qu'il y a une bataille. C'est pas si simple, c'est-à-dire l'idée des socialistes, ils vont faire un accord. Non, pas du tout, ils vont se battre comme des chiens. Ils vont se battre des chiens parce qu'elle veut la tête, et évidemment, Copé et Fillon, ils n'ont pas l'intention de la lui laisser, ni ses successeurs, Wauquiez, ni les successeurs des uns des autres, enfin, Wauquiez, Kosciusko-Morizet, Pécresse, je ne sais pas qui sera le patron de la droite. Il y aura une place, disons, dans le cadre. Et je pense que là, on va arriver vers un clash. Jean-Louis. Vers un clash difficile. La question sur la recomposition de la droite, moi je mets mon grain de sel d'économiste dans cette affaire un petit peu. Qu'y a-t-il de commun entre l'UMP et le Front National? Si évidemment on juge que la question de l'immigration et de la sécurité sont les deux piliers majeurs des problèmes qui se posent à la France, on va trouver plein de points communs. Mais sur la réduction des déficits, sur l'Europe, il n'y a pas de point commun. La question européenne et la question de l'euro, il n'y a pas possibilité de faire un compromis quelconque. Même Jean-Luc Mélenchon, à la limite, il serait plus proche de l'UMP que ne l'est Marine Le Pen. Elle est la seule candidate de rupture. Alors, on confond deux choses. On dit, il y a des valeurs communes. Mais les valeurs communes, ça signifie quoi exactement? Y a-t-il une politique commune? Une politique commune. Et ça, là, on rentre dans la chair. Là, on voit le journaliste économique extrêmement sérieux. Et ça rigole plus, là. Quand moi j'ai fricoté, disons, dans tous les journalismes, culturels, scientifiques, sportifs, tout ce que vous voulez. Bon, j'ai fait pas mal de journalisme politique, et c'est vrai qu'on prend un peu moins leur programme au sérieux. Et si vous voulez, le programme économique du Front National, il est tellement ridicule, il est tellement pathétique. De toute façon, ils s'en foutent. Et ils sont prêts à changer demain. Ils parleront un autre discours. Donc, je dirais que c'est pas vraiment ça le sujet. Moi, je pense qu'il n'y a pas, et là, je vous rejoindrai, il n'y a pas un fossé si grand. Et puis, on voit bien, même politiquement, il y a des gens comme Buisson qui, idéologiquement, sont en train de faire des ponts. Le vrai problème, c'est la première place. Et bon, pour l'instant, elle est assurée par l'UMP, mais c'est
clair que Marine Le Pen, elle veut la première place ou elle veut une grosse deuxième place. Et c'est ça l'enjeu. Et si vous voulez, les trucs de programme, moi, j'y crois pas beaucoup. Parce que je veux dire, vous savez, pour l'instant, bon, elle voit bien, elle s'adresse à un électorat populaire, elle essaye de parler simple, de trouver des lignes de rupture violentes. Le jour venu, elle arrangera le truc, parce qu'ils font toujours ça. Hein, allez. Ouais, alors, si elle arrange le truc, il n'y a rien de dangereux dans une alliance avec le Front National. Il n'y a pas de problème. Non, ça dépend des valeurs qu'on a dans la vie, le rapport à l'autre, le rapport à l'étranger. Enfin là, on peut en parler. On est presque on est dans la philo. Une question, on va passer aussi au reste de l'actualité. Marine Le Pen, elle a dit aujourd'hui que le mur anti-FN a implosé. Est-ce que ce sont certains droites qui viennent à elle, ou est-ce que c'est elle qui a fait un premier pas en s'exprimant ainsi? Ça, c'est difficile, hein, si on fait un peu la généalogie de qui a fait le premier pas, qui a essayé. Bon, je pense que le premier qui a essayé, c'est Sarkozy, hein, véritablement. La stratégie Buisson, c'était en 2007, hein, véritablement, afin de siphonner l'électorat du Front National. Il a réussi, parfaitement réussi. Et d'ailleurs, moi, je faisais partie des gens qui pensaient que le jour où la droite reprendrait les idées du Front National, le Front National serait asséché. Je me suis trompé, je le reconnais aujourd'hui. Et en fait, on voit partout... Moi aussi, d'ailleurs. Ouais. On était deux. Oui, on était pas nombreux. Il vient de le reconnaître. On voit partout en Europe, partout où la droite de gouvernement a essayé de prendre les idées, soit de l'extrême droite, soit des nationaux populistes, ça n'a pas marché. À chaque fois, elle l'a perdu à ce petit jeu, et on voit aujourd'hui la droite qui hésite, qui se tâtonne. Mais ce que je voudrais dire pour revenir à Marine Le Pen, c'est que je crois que Marine Le Pen, elle n'est pas comme son père. Son père, il voulait quoi? Il voulait être président de la République ou rien du tout. Donc il préférait être chef de parti. Pas véritablement. Mais il voulait pas Sinon, le pouvoir. il n'aurait pas fait toutes ces provocations, tous ces trucs. Mais ce que je pense que Marine Le Pen a compris, à mon avis, et là, contrairement à ce qu'elle dit, je pense qu'elle a compris qu'elle ne sera jamais présidente de la République. Ça, je suis pas sûr. Moi, je crois. Moi, je crois qu'elle a compris ça. Vous savez, c'est des trucs, ça vous colle à la peau, vous y pensez quand vous avez 20 ans. Regardez, ils sont tous pareils, et elle, je pense qu'elle veut. Elle veut, alors je ne veux pas dire qu'elle le sera, mais elle le veut. Je pense qu'elle veut le pouvoir, contrairement à son père. On verra. Mais je pense que, contrairement à son père, elle est prête à faire des alliances. Et donc, elle a fait tout ce qu'il fallait pour enfoncer ce fameux cordon sanitaire. Pas la droite comme le faisait La son diabolisation, c'était la stratégie de son père, ça c'est sûr. Mais juste une dernière chose. L'alliance entre l'UMP et le FN, il y a quand même des choses qui sont inconciliables entre les partis, puisqu'il y a des éléments au sein du programme du Front National qui sont anticonstitutionnels. Je veux dire, la préférence nationale, c'est anticonstitutionnel. La réforme du Code de la nationalité, telle que veut la changer le Front National, c'est anticonstitutionnel. Donc qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a alliance, il va falloir soit que l'UMP accepte cette dimension, soit que les autres abandonnent. Soit que les autres, et donc que le Front National cesse d'être le Front National. Et ça, c'est quand même un sacré problème. Mais c'est pour ça qu'il va y avoir une bataille entre les deux pendant 5 ans. L'idée qu'ils vont s'assurer, et puis ça va durer encore un certain temps, parce qu'il y a un rapport de force qui doit s'établir aujourd'hui. Autre actualité, on en a beaucoup parlé, ça a fait le buzz, mais c'est un événement politique. Et aujourd'hui, ce sont les socialistes qui recadrent. Vous ne deviniez pas, Valérie Trierweiler. Le point, vous titrez sur le casse-tête du président. On le sait, et vous le dites dans votre livre, François-Olivier Gisbert, François Hollande connaît l'importance du début d'un quinquennat. Il a en tête une obsession, ce sont les débuts de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, depuis un mois, il joue la contre-programmation. Et là, elle n'a pas rendu un grand service, ça c'est clair. Je pense que on a entendu toutes les éminences socialistes, puis aussi les UMP qui disaient à peu près la même chose. Une première dame, elle doit être discrète, en tout cas sur ce genre de sujet qui relève de la politique intérieure. D'autant que là se mêlent aussi des éléments familiaux, donc elle n'a pas rendu un grand service à François Hollande, mais enfin en même temps c'est un peu l'écume des jours. Je pense que dans 15 jours, 3 semaines, on aura oublié, mais ça pose un problème, et je pense que ça interpelle les Français, et c'est évidemment pas bon pour François Hollande. Vous avez posé la question à François Hollande, vous lui avez dit quel est votre style de présidence. Il répond tout de suite, votre modèle de présidence est Pompidou. Oui, ça m'a frappé, ça. C'est une conversation qu'on a eue quelques jours avant son élection. Et il n'a pas hésité une seconde. C'est-à-dire, il a développé après. Comme lui. Oui, mais Pompidou, il y avait un côté très normal. Vous savez quoi, ce qu'il avait, c'était pas tout à fait normal dans la mesure où il roulait en Porsche. Il aimait un peu, un petit côté Strauss-Kahn, et puis il venait de la banque, et puis voilà, il aimait les œuvres d'art. Enfin, c'était un peu un viveur, Pompidou. Mais il avait quelque chose que les autres présidents n'ont pas toujours eu, c'est-à-dire il a toujours gardé la tête froide. Je veux dire, il n'a pas attrapé la grosse tête, ni la montgolfitte, qui est une grande maladie des présidents français, qui à peine arrivé, ne passe plus à travers les portes. Et ça, Pompidou est toujours passé à travers les portes jusqu'au bout, même à la fin
fin, quand il avait un peu enflé avec sa maladie, c'était quelqu'un qui restait très, comment dire, très lucide sur lui-même. Alors, je dis pas, c'était le cas aussi de Mitterrand, je dirais de Chirac aussi, parce qu'il faut être honnête. Mais Hollande, il va pas dire. Ici, le modèle de Hollande, c'est Pompidou. Mais il peut pas le dire. Le modèle de Valéry Trierweiler, c'est Eleanor Roosevelt, qui était tout sauf une première dame normale. C'est-à-dire, oui, elle était, d'abord, ils vivaient pas vraiment ensemble, enfin ça c'est un autre. Mais si c'est son modèle à elle, ça veut dire, là, il faut avoir d'autres vies, vous voyez, parce que, comme couple, les Roosevelt, c'est pas forcément terrible. Et donc, elle n'était pas là partout avec lui, ce qui n'est pas le cas de Valéry Trierweiler. Je pense que dans la vie, il faut choisir, quoi. Et je pense que d'ailleurs, elle a une position très facile et très claire, c'est quelqu'un qui a du talent, qui sait y faire. Bon, c'est de rester, voilà, silencieux sur certains sujets, et puis de faire entendre sa voix sur d'autres, mais qui seraient plus des problèmes de société ou des problèmes de politique internationale. Là-dedans, ça pose un problème quand même terrible pour François Hollande, qui a quand même une famille, qui a des enfants. Enfin, c'est très compliqué, quoi. Vous imaginez parce que je vois, les gens parlent de vaudeville. Non, c'est aussi une sorte de tragédie. C'est très compliqué certainement à vivre pour lui. Et nous verrons la suite déjà dès dimanche soir avec le second tour du scrutin et le résultat. La Rochelle, messieurs, restez avec nous. On va continuer à parler à présent des mesures économiques et de l'Europe. On va s'intéresser d'ailleurs aux mesures de soutien que pourrait accorder l'État au secteur automobile. Répondant aujourd'hui à l'appel à l'aide de Renault, le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, n'a pas rejeté l'idée de soutien au marché automobile français sans toutefois faire de promesses. On voit tout cela avec Mathilde Bélanger. Message bien reçu, c'était le sens de la réponse d'Arnaud Montebourg ce matin à Renault. Le constructeur automobile a appelé hier le gouvernement à l'aide pour soutenir les ventes de voitures en France et en Europe. L'entreprise s'attend à une baisse de 6% de ses ventes en France cette année. Nous avons mis à l'étude cette proposition, cette demande. Le secteur automobile fait l'objet aujourd'hui d'une instruction particulière ici au ministère. Mais sous quelle forme? Le ministre ne le précise pas encore. Le secteur automobile avait déjà fait l'objet de mesures d'aide en 2008 et 2009 avec notamment la prime à la casse. Celle-ci avait permis d'augmenter les ventes avant sa suppression fin 2010. Pour l'opposition, il faut revenir à des mesures de ce type. Si tout le monde veut continuer à produire autant et que la consommation automobile est à saturation, on ira véritablement vers une difficulté qu'on ne gérera pas avec des subventions. Le ministre s'est aussi prononcé sur l'avenir de la voiture électrique. Il affirme être engagé aux côtés de Renault pour le soutenir dans cette rupture technologique, sans préciser toutefois si cet engagement se traduira par de nouvelles aides. Jean-Louis, on va parler des mesures économiques du duo Hollande-Hérault, avec aujourd'hui l'encadrement du salaire des patrons dans le public, le plafonnement, pardon. D'autres mesures qui ont été prises auparavant, le coup de pouce au SMIC, la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, le bilan. Alors, vous savez que François Hollande avait pris 60 engagements, il est là depuis un mois. Donc il en a rempli déjà 5. Et encore pas tout à fait, en fait, compte. Il en a annoncé 5. Parce que si vous prenez mesure par mesure, par exemple, le retour de la retraite à 60 ans, partiel à 60 ans, le décret sera pris en novembre. Le plafonnement des salaires des patrons du secteur public, le décret sera pris fin juillet. Tout ça est annoncé. Là, le blocage des tarifs de location, de relocation, le décret sera pris en septembre. Donc en réalité, ce ne sont pas des mesures qui sont prises, mais c'est évidemment des mesures qui sont annoncées avant cette campagne, le deuxième tour de la question législative. Donc on voit qu'il y a un aspect quand même électoral. Ce sont des mesures pour l'instant, sauf la question de la retraite, le retour à la retraite à 60 ans, le retour partiel, qui ne coûteront pas grand-chose, puisque la question de la prime de rentrée scolaire de 25% sera financée par le retrait d'une certaine partie du quotient familial pour les couches les plus aisées. Le reste, la baisse du salaire des ministres ne coûtera rien. La baisse du salaire, parce que ça revient à cela, des patrons des entreprises publiques ne coûtera pas grand-chose, etc. Maintenant, on va arriver à une deuxième partie qui est beaucoup plus sérieuse, qui sont évidemment le bouclage du budget 2012. Le 4 juillet, le Conseil des ministres regardera le collectif budgétaire et il constatera, ça commence déjà à se dire maintenant, il constatera qu'il manque 10 milliards. Et d'après M. Marini, pour boucler le budget 2013, ce n'est pas 10 milliards qui manquent, c'est 30 milliards. Donc là, on arrive, là maintenant, on a mangé, si vous voulez, les dernières miettes du pain blanc. Et on arrive, pas au pain noir, mais on arrive à quelque chose d'un peu spécial. Écoutez ce que dit Olivier Gisbert dans son livre, mais il faudra bien que François Hollande rompe d'une certaine manière avec son programme s'il veut éviter que le pays ne finisse par rompre avec lui quand l'économie française, déjà de moins en moins compétitive, sera totalement HS. Il a raison. Qu'il l'aménage.
peut-être qu'ils le rompent. Cela dit, les socialistes en 80, un an plus tard, et non pas 2 ans comme il est souvent dit, ont rompu avec 80. Ouais, plutôt 83, 82. Non, ça a commencé vaguement en 82. Mais en juin 82, c'est le blocage des prix et des revenus. Blocage des prix et des revenus. C'est-à-dire que les revenus ne devaient pas augmenter. Donc c'est déjà la première mesure. Après 83, évidemment, on entre véritablement dans une autre phase. Donc ça a mis quand même en réalité. Le problème, je suis désolé, Jean-Louis, vous êtes expert, et on vous écoute tous avec beaucoup d'intérêt, mais on n'est pas en 1980. C'est-à-dire, je pense, l'erreur mortelle à faire, c'est de dire voilà, on est dans une situation normale. On n'est pas dans une situation normale, on est dans une situation de crise européenne très grave, avec des problèmes qui arrivent et qui vont nous assaillir de toutes parts. Et donc c'est dans cette perspective-là que j'ai écrit ça. Je pense qu'il est obligé de rompre avec son programme, parce que ce programme-là, évidemment, il a été élu. Il faut qu'il applique un peu, puis il y a les législatives qui arrivent. Mais si, après, il n'explique pas aux Français, voilà ce qu'on est obligé de faire, qui ne correspond pas du tout à nos engagements de campagne, s'il ne fait pas ça, vous verrez, de toute façon, l'économie va se venger, la finance va se venger. C'est une espèce de truc qui nous tourne autour. Vous voyez l'Espagne qui sombre un peu plus chaque jour, l'Italie qui est attaquée, on vient de le voir, la Grèce, alors j'en parle pas, avec les fous peut-être qui vont arriver au pouvoir et qui vont dire, voilà, on s'en va, je sais pas, on va se mettre à la botte de la... Les fous, c'est l'extrême gauche, se précise. Oui, c'est le Mélenchon oui, mais enfin, c'est un programme dément, c'est-à-dire il veut sortir, on va retourner dans les grottes, ou je sais pas quoi, on va vivre avec le pétrole russe, enfin, je sais pas, quand on entend ce programme, il a une belle gueule, il parle bien, il a beaucoup de charisme. 37 ans. Bon, 37 ans, mais en même temps, son programme est profondément débile. On parlait tout à l'heure du Front National, je pense que c'est le même genre de truc, quoi. C'est absurde, ça tient pas la route 5 minutes. Alors, quand je disais 80, justement, à une situation bien moins dramatique, il a suffi d'1 an pour rompre. Et c'est pour ça que je citais l'exemple de 80. Et effectivement, aujourd'hui, on a une situation qui est... 80 est une année de récession, il ne faut pas l'oublier. Mais là, on est dans une menace de récession, voire de dépression pour l'ensemble de l'Europe. Et donc, effectivement, est-ce qu'il peut tenir son programme? Cela dit, si vous regardez le programme quand même, si vous regardez bien le programme quand même, il est bien noté, stipulé une forte augmentation des impôts. Il l'a jamais caché. Il l'a jamais. Attendez, il a pas. Alors voilà. Non, mais il est très bien, Jean-Louis Gombault. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais là, il nous dit voilà, c'est très très bien. Voilà, l'augmentation d'impôts parce que l'argent va rentrer. Enfin, vous savez très bien que ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que la France a des taux de prélèvement obligatoire parmi les plus élevés d'Europe, avec des dépenses publiques qui sont pratiquement les plus élevées d'Europe également. On arrive à des trucs incroyables, 56% du PIB. Ce sont les dépenses publiques. On est à 10 points au-dessus de l'Allemagne, c'est-à-dire c'est l'État qui vit entre soi. Et vous savez très bien que des prélèvements obligatoires ne vont pas favoriser la croissance. Ça n'a jamais existé. Donc, si vous voulez, on met une espèce de chape de plomb déjà pour aller vers un peu de récession. Ces impôts ne pourront provoquer que la récession. Vous savez, on parle toujours de Schröder. Schröder, grand chancelier allemand, il a fait des réformes, il a essayé de créer de la croissance, il a cassé, c'est vrai, un peu la machine sociale, l'État-providence, il a essayé de le rénover, et en même temps, il a baissé fortement les impôts, y compris pour les classes les plus favorisées. Je pense que c'est la seule solution. Sarkozy ne s'est pas schröderisé, vous avez vu le résultat. Je pense que François Hollande, s'il veut être un grand président pour l'histoire, il faut qu'il se force un peu à prendre quelques mesures difficiles que la France doit prendre si elle veut repartir de l'avant, enfin avec l'Europe, parce que l'Europe est dans un état absolument pitoyable, prévu d'avance, parce que l'Europe dépense beaucoup plus qu'elle ne produit depuis des années, que toutes les dépenses publiques, toutes les finances publiques vont à volo, qu'il y a un endettement qui ne cesse d'augmenter. Il faut arrêter ça, vous le savez très bien, Jean-Louis Gombault. Mais je crois qu'il est d'accord avec vous. Il faut arrêter ça. Mais non, il est d'accord avec moi, mais il est un peu trop gentil, je trouve. Il va changer là depuis que vous êtes venu. Vous m'inquiétez, il est gentil, vous allez me le changer maintenant. J'aime beaucoup. Changez pas, j'aime beaucoup. Non. Donc, en réalité, alors le gros problème, c'est que quand même, mis à part la question allemande, c'est que tous les pays qui ont appliqué une politique d'austérité renforcée, comme le fait l'Espagne, même le Royaume-Uni, la Grèce, ne s'en sortent pas. Il faut comme le mot de la fin. Donc je répète, et donc la crise aujourd'hui est particulière. C'est-à-dire qu'effectivement, le gros problème, c'est qu'on ne sait plus très bien par quel bout prendre le problème. Bien entendu, augmenter les impôts n'est pas la solution. C'est tellement évident, c'est même pas la peine de le répéter. Mais baisser massivement la dépense publique ne l'est pas non plus. Et ça, c'est aussi une des leçons des derniers mois.
Là, vous êtes d'accord? Non, je suis absolument d'accord avec ça. De toute façon, on est d'accord en gros. Mais simplement, je pense qu'il y a quelque chose, et des esprits éclairés comme lui devraient l'expliquer davantage. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui en Europe sont quand même des pays qui ont mal géré leurs économies depuis des années et qui demandent à l'Allemagne de payer. Regardez, on va et finir on recommence, l'Allemagne paiera. avec une revue de le presse. traité de Versailles, l'Allemagne paiera. Et aujourd'hui, toutes les histoires qu'on nous raconte, c'est ça. C'est l'Allemagne veut faire payer Regardez, l'Allemagne. Il n'y a pas de raison que l'Allemagne paye. Qui titre sur, évidemment, le casse-tête du président, la polémique Trier-Veller, le nouveau observateur, également l'affaire Trier-Veller, son dérapage sur Twitter, les coulisses de sa rivalité avec Ségolène, pourquoi elle défie Hollande, et plus surprenant... Avec un très joli jeu de mots d'Emmanuel Beretta dans le point. Lequel? Et de Jérôme Begley, c'est Tweet-Veller. Valérie Tweet-Veller. Bien trouvé. C'est pas mal. Ils sont plus original, Paris Match. Un an après, Anne Sinclair, ses blessures et ses projets, voilà. Ça s'appelle la contre-programmation et c'est intéressant. Ça peut marcher aussi. Ça peut marcher aussi. Merci d'avoir été notre invité et nos invités. Messieurs, merci beaucoup. Et je vous dis à demain avec plaisir. Belle soirée en notre compagnie.